Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité aujourd'hui est un nageur qui a brillé dans l'eau des piscines mais aussi celle des mers. Il s'est exilé très jeune pour poursuivre son rêve de médaille et a récolté un palmarès impressionnant dans plusieurs catégories. Après la France, il poursuit ses objectifs sportifs en même temps que ses études aux États-Unis. Plusieurs fois champion du monde, champion africain, il connaît la consécration au JO de Pékin en remportant la médaille d'or du 1500 mètres et 4 ans plus tard, au JO de Londres, il réussit à nouveau à être champion olympique du 10 km et médaillé de bronze sur le 1500 mètres. Il est le sportif le plus titré de son pays, la Tunisie. Aujourd'hui, à 36 ans, il n'a pas encore tiré sa révérence et rêve toujours des JO de Tokyo. Je m'interrogeais sur la manière dont un sportif pouvait construire sa carrière, se préparer à une médaille olympique et à réussir à faire durer ses performances sur plusieurs Olympiades. Pour cette raison, je suis heureuse de pouvoir discuter du mental avec Oussama Melouli. Alors, la première question, j'ai vu que tu avais démarré la natation parce que ta mère voulait que tu sois capable de nager. Et donc, je me demande ce qui t'a fait aimer ce sport en particulier plutôt qu'un autre sport. Alors oui, exactement. C'est un concours de circonstances qui a fait que je commence la natation très très jeune. Ma mère, elle a été, on va dire, traumatisée par un événement. Elle a vu des enfants, des jeunes enfants se noyer à la Marsa. Du coup, elle voulait absolument que ces enfants qui savent nager en fait. Le deuxième facteur qui a joué dans mes débuts, c'était la piscine de la Marsa qui a été construite l'année de ma naissance, en 1984. Et du coup, ça a un peu galvanisé toute la communauté autour de cette piscine-là. Troisième facteur, c'était sport-études. Il y avait un programme scolaire qui a commencé à l'école où ma mère était instite. On a été recrutés pour rejoindre le programme scolaire et ça nous permettait de sortir de la maison, de faire quelque chose avec nos amis hors du contexte scolaire. J'ai adoré ça dès le début en fait. J'ai pris goût à la natation très vite puisque j'avais un esprit compétitif à un très jeune âge. La compétition a commencé à la maison avec mes frères. J'ai pris goût à la compétition avec mes amis en fait. D'autres facteurs, c'était les entraîneurs. J'ai adoré mes entraîneurs d'un très jeune âge. J'étais un gentil petit garçon qui suivait toutes les consignes de mes instructeurs à la loupe et j'étais très très attentif. J'ai une très bonne relation avec mes amis et mes compagnons d'équipe. En fait, j'ai adoré cet esprit d'équipe qu'on avait à la Marsa. Je pense que à l'âge de 6 ans, j'ai commencé la compétition et j'ai adoré ça. Prendre le bus en équipe, je trouvais ça super cool. J'ai pris goût à la gagne et sur un niveau local très très modeste. Est-ce que quand tu es jeune, tu rêves déjà de Jeux Olympiques, tu as des ambitions? Non, pas dans mon cas. C'est de faire une activité qui nous permettait de nous développer physiquement, de développer quelques tools pour savoir nager, pour ne pas se noyer l'été quand on part en vacances. C'était très, très simpliste, hein. C'était donner un break à mes parents pour qu'ils soufflent 1 heure ou 2 heures pendant la journée de nous trois. Après, les ambitions ont commencé à prendre forme, mais dès le début, je voulais voyager. C'était ma seule motivation. Je voulais absolument porter le drapeau et être dans la sélection nationale. Tu dis que tu avais une âme de compétiteur dès que tu es enfant et que tu as 2 frères avec qui tu pouvais t'exercer. Je me demandais si tu avais des prédispositions mentales pour ce sport, la natation, qui est hyper exigeant quand même. Ce que ma mère me dit, c'est que j'adorais l'eau. J'étais content dans l'eau. Dès qu'on me mettait dans un couloir, il fallait que je trouve un moyen pour partir premier. Même si j'étais avec des garçons ou des filles qui étaient plus âgés que moi, je sais pas pourquoi. Et puis après, quand c'était dans un cadre de compétition, je voulais vraiment exceller. Je me rappelle avoir vraiment envie de passer des heures et des heures en piscine. Ton projet sportif, est-ce qu'il se met en place à l'âge de 15 ans où tu pars t'entraîner à Marseille? En fait, on s'est pas mis à table et on s'est dit, voilà, on va
partir en France. Après le bac, on part aux États-Unis. Mais pour moi, non, c'était pas ça. Comme je te l'ai dit, c'était au début, je voulais voyager. Je voulais porter le drapeau et partir à la découverte du monde en tant que nageur, c'est tout simple. Être l'un des meilleurs nageurs tunisiens et faire partie du collectif. C'était ça mon ambition et on a réussi à faire ça. Au début, c'était ça. On bat les records de Tunisie, on fait des sélections, et on part en compétition internationale. Après, au-delà de ça, on n'avait pas d'optique. On n'osait pas, on voyait pas aussi loin en fait. Et on est arrivé à un moment où le staff technique tunisien a réalisé que le jeune Oussama, il va plafonner s'il reste ici. On a pris cette décision pour moi. Mais est-ce que ça a eu un impact positif ou peut-être aussi négatif, le fait de s'exiler, vivre en France Oui, c'était compliqué. Pour un jeune garçon tunisien de 15 ans, un peu gâté dans un environnement très très chaleureux, débarquer à Font-Romeu, c'était un choc. C'était costaud à digérer. Mais je me suis vite adapté, hein. J'ai vite pris goût à la montagne, j'ai vite apprécié mon cadre. J'étais très, très open, j'étais très ouvert dans mon approche et j'étais ouvert à apprendre. Mais je pense que j'ai absorbé tout ça. C'est devenu les fondations de ma carrière, en fait. Et donc après, tu continues le voyage puisqu'à 18 ans, tu pars aux États-Unis. Et je me demandais, tu vois, dans ton parcours, en quoi peut-être l'exil, la France, les États-Unis, qui a aussi une mentalité différente et par rapport au sport, est-ce que tout ça, ça t'a construit, ça t'a amené quelque chose, tu vois, qui t'a permis de réussir après ou tu penses pas? Absolument, je pense que j'ai appris le maximum de Font-Romeu. J'ai décidé de quitter Font-Romeu après 2 saisons. Je pensais que psychologiquement, j'ai atteint un seuil où ça commençait à être toxique. J'arrivais plus à supporter le cadre de l'internat. J'avais du mal je me sentais très loin de chez moi. Après 2 ans, deuxième saison à Font-Romeu, j'ai fait d'excellents résultats aux Jeux méditerranéens de Tunis en 2001. J'ai rempli mon contrat et maintenant il faut que je pense à moi, il faut que je pense à mon bien-être, il faut que je me mette dans des conditions qui me soient favorables pour attaquer mon bac sereinement. Je voulais être dans un cadre qui me permettait de m'épanouir, donc j'ai décidé de quitter le pôle France de Font-Romeu et rejoindre le pôle France de Marseille. Après, je voulais faire des études d'ingénieur et donc on a commencé la recherche. En France, c'est très très difficile de faire des études d'ingénieur et en même temps continuer une carrière. J'ai été accepté à USC et j'ai commencé à USC en septembre 2002. Et pour toi, justement, c'était important que tu aies un bagage universitaire en même temps que ta carrière sportive? Oui, je pense que on s'est toujours dit que je vais pas vivre de la natation, c'est impossible. Donc, il fallait que j'ai une sorte de parachute en fait. Je voulais absolument avoir un diplôme pour me garantir une transition après avoir arrêté de nager. Et donc après, qu'est-ce qui te fait commencer par le 400? Bon, en fait, le 400 4 nage, c'était toujours ma course préférée sur le circuit international. J'ai fait plusieurs championnats du monde. Je faisais du 400 libre aussi. Aux Jeux Olympiques, le 400 libre et le 400 4 nage tombent le premier jour, donc il faut faire un choix. À Athènes, j'ai fait le choix de faire du 400 4 nage. Moi, j'ai choisi d'être à USC parce qu'il y avait Eric et parce qu'il y avait Marc. Parce que je voulais nager avec le meilleur nageur en 4 nage aux États-Unis, avec le meilleur coach qui a fait ses preuves sur le plan international. Donc, c'était un choix logique et stratégique. C'est vrai qu'en y pensant, je suis l'un des rares nageurs dans le monde à avoir fait des podiums sur ces épreuves-là, 404 nage, le 1500, le 400 nage libre, puis après le 10 km. Mais justement, quand tu commences à faire des résultats et forcément en Tunisie, ben, on s'intéresse à toi, comment tu le vis psychologiquement d'être médiatisé, un peu plus connu, regardé? J'ai très très mal pris la critique que j'ai souvent jugée mal déplacée des médias tunisiens. J'ai souvent jugé que les médias tunisiens ne comprenaient pas l'envergure de ce que je faisais. Mais je pense qu'ils étaient un peu trop durs par rapport dans leurs critiques et je lisais tout. Et je pense que c'était ça ma faute, en fait, de prêter beaucoup d'attention à ces critiques-là, de prêter trop d'attention à ça. Mon entourage ne me l'a pas déconseillé. Malheureusement, j'avais pas un suivi à la loupe ou un entourage qui a un peu protégé ça. Ma mère, elle avait une présence très, très importante dans la gestion de ma carrière, dans le sens où elle s'occupait des relations avec la fédération, elle s'occupait des relations avec le ministère. Ça m'épargnait beaucoup
de problèmes avec les responsables, etc. Mais je pense que par rapport aux médias, je trouvais que je méritais quand même le minimum de reconnaissance pour un athlète qui commence dans une discipline qui n'est pas la nôtre. On n'est pas une nation de nageurs. On a une grande tradition de natation à Tunis. Sur le plan mondial, on n'a pas eu des nageurs qui ont percé sur le plan mondial, donc j'étais le premier à le faire et je pensais que je méritais un peu plus de reconnaissance. On laisse ça de côté, on trace nos objectifs, on se remet. C'est vrai que ça m'a affecté. La pression des médias était quelque chose que j'ai dû gérer et Mais justement, en 2007, il y a un petit tournant dans ta carrière. Tu deviens alors, champion du monde du 800, c'est ça? Médaille d'argent du 400. Et puis, par la suite, tu vas avoir une suspension de 18 mois. Et donc, je voulais savoir, bah, justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce que tu dis j'arrête? Est-ce que tu penses à un retour? Est-ce que tu vois, ça nourrit quelque chose, quand même, cet Non, non, événement? non, tout. Pour moi, c'était une occasion pour prouver justement, pas une occasion, mais c'était un challenge pour prouver au monde que j'ai pas pris de raccourci à la performance. C'était tout simplement une faute d'inattention, que j'ai pris un comprimé qui était stimulant, qui est un comprimé très très répandu dans les universités américaines pendant les périodes de révision. J'ai pris ça sans ordonnance d'un médecin. Ça m'a coûté mon premier titre mondial et ça m'a coûté ma préparation olympique. C'était très très dur à gérer, mais je me suis pas replié. J'ai directement fait face à ce test positif-là. Et je rappelle que quand j'étais testé positif, compétition locale ici aux États-Unis au mois de décembre, j'ai fait un 400 livres à 3,53, ce qui n'est même pas mon temps de passage sur 1500. Je nage 10 secondes plus rapide que ça. Donc voilà, j'ai jamais pris de substances pour améliorer mes capacités physiques ou pour améliorer mes performances en piscine ou ailleurs. Donc, j'ai trouvé que j'ai vraiment payé un prix très très cher par rapport à ça. Mais bon, j'ai appris des leçons fantastiques par rapport avec ce test-là. J'ai préparé les Jeux Olympiques comme il faut, avec un acharnement et une discipline extraordinaire. Je pense que j'ai changé en tant qu'athlète. Ça m'a traumatisé, c'est sûr, sur le coup, mais je pense que ça m'a changé psychologiquement et dans mon approche de ma préparation, dans le fait que je devenais très très méticuleux, je faisais beaucoup plus attention à ce que je mangeais, à ce que je faisais. Donc ça m'a vraiment choqué, mais changé pour le mieux, je trouve. Ça fait partie de ma destinée. Ah oui, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est que derrière, tu vas gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc, est-ce que cet événement-là, finalement, tu vois, te donne un supplément d'âme pour réussir quelque chose derrière? Pour moi, oui, j'ai réussi à convertir ça, qui est un événement pour n'importe quel athlète très, très, très dramatique et ça peut être un événement fatal dans la carrière d'un athlète. Le fait d'être testé positif, c'est soupçons sur le dos. Dans mon cas, j'ai réussi à convertir ça dans le positif. J'ai converti tout ça en une rage de vaincre et après, voilà, mettre ça en œuvre aux Jeux Olympiques, le jour J et gagner un titre olympique de cette façon-là, devant grand taquet, tous ces nageurs-là pendant le 1500, c'était mythique. Et est-ce que, bah, du coup, comme tu n'as pas pu faire de compétition, tu n'étais pas vraiment attendu, est-ce que ça t'a permis aussi d'être plus relâché, où il n'y avait pas forcément d'attente par rapport à tes résultats? Non, je pense que j'aurais bénéficié plus d'une planification normale avec des cycles d'entraînement. Tu vois, c'est ça qui est quand même hyper dingue parce que quand t'as pas de compète, c'est dur justement de se fixer des objectifs. Donc comment, tu vois, tu gères mentalement? Je l'ai vécu le jour le jour, c'était vraiment très, 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 très compliqué, très compliqué. Mais voilà, les jours passent avec beaucoup de patience, on persévère, on garde nos objectifs en tête, on se rappelle les bons moments pour rester fort, on se rappelle pourquoi on fait ça tous les jours, pourquoi on se lève à 5 heures du mat, pourquoi on mange comme ça. C'est un acharnement, c'est quelque chose de très très profond et très compliqué à faire, mais c'était ma destinée de faire ça et je me suis appliqué pour faire ça. C'était
une rédemption parfaite. Après, on ne me dit plus rien. On me dit plus rien par rapport à mon test positif. C'est classé. Bon, comme dit Mohamed Ali, j'ai détesté les entraînements, mais après, je voulais vivre en champion pour le restant de ma vie. C'est vrai, c'est vrai. On déteste des entraînements. Moi, des fois, je voulais pas voir mon coach pendant des jours, mais bon, le lendemain, je repassais à la piscine, je lui disais bonjour, on se mettait au travail. Donc là, c'est quand même l'envie de réussir qui est plus forte que tout chez toi. C'était, comme l'expression américaine le dit, c'était do or die. Ou je fais ça ou on m'enterre. Mais ce qui est aussi intéressant dans la suite de ton parcours, c'est que tu réalises quand même, tu fais une médaille d'or, etc. Mais tu continues. Et derrière, tu continues jusqu'aux prochaines Olympiades en 2012 à Londres. Parce qu'en 2008, ce qu'on a fait, c'était un peu le blueprint, c'était un peu l'architecture d'une saison parfaite. On a compris quelque chose dans la préparation que beaucoup de gens dans leur carrière n'arrivent pas à décoder. On a continué le travail, on a continué avec beaucoup de complicité. Mon entraîneur Dave Sedo qui a découvert le haut niveau de longue distance avec notre groupe. En fait, j'avais envie de faire plus de podiums, j'avais envie de dominer le 1500, j'avais d'autres objectifs. Comment tu te fixes ces défis de changer de distance, justement, de partir en eau libre? Enfin, voilà, ça vient d'où? Le livre, c'est après, hein. C'est en fait en fin du cycle olympique de 2012, avec l'arrivée d'une coach assistante qui s'est occupée de nageurs de libre et qui a une expérience impressionnante en eau libre. Et c'est elle qui m'a donné goût aux 10 km, c'est elle qui m'a aidé à tracer un peu ma planif pour le 10 km pendant la saison olympique. Et avant ça, en 2011, jusqu'en 2011, j'avais pas fait de compétition en eau libre. Je snobais le libre. C'est quelque chose pour les nageurs de second palier. C'était pas l'élite de la natation qui faisait ça. C'était pas moi. Je suis champion du monde en piscine. Mes pareils sont en piscine. Je vais pas me lancer à faire une compétition avec d'autres nageurs que je snobais, honnêtement. Et puis, bon, en 2008, avec Hackett qui tente l'eau libre et qui se qualifie même pas, c'était quelque chose de choquant pour toute la communauté de natation mondiale, mais on a décidé de rajouter le 10 km. C'était quelque chose dans ma tête de logique, vu le volume de travail qu'on a fait. C'était aussi simple que ça. Et tu remportes l'or olympique. Oui, je remporte l'or olympique d'une façon aussi inédite, le fait de se détacher du peloton, le fait de forcer l'allure comme je l'ai fait, le fait de se détacher du peloton en piscine, parce que le fait d'être derrière un nageur, c'est vraiment, il y a un effet on est un domestique en fait quand on est devant, c'est vraiment, on fait tout le travail. Domestique, c'est un terme de cyclisme aussi. Voilà, c'était quelque chose d'assez spécial à faire et je pense que j'ai réussi à le faire à Londres, de se détacher du peloton, dominer le dernier tour et savoir tout le long du dernier tour que j'ai pris les commandes de la course et je rentre à l'arrivée tout seul, ce qui est quelque chose de très très rare en eau libre. Donc j'ai osé faire ça, j'ai osé prendre le risque de prendre les commandes de la course et d'aller jusqu'au bout dans un 10 km assez unique aux Jeux Olympiques. J'ai fait 2-3 courses avant ça et j'ai fait toutes les fautes imaginables dans l'eau libre et j'ai appris beaucoup. J'étais à l'aise dans l'océan. J'avais une bonne technique pour vraiment rester devant et garder. Et voilà, c'était notre stratégie. Elle était simple, elle était basée sur 2-3 courses avec plusieurs fautes faites pendant ces courses-là. J'avais qu'une seule opportunité de faire ça, je l'ai fait. Mais ta carrière, elle est quand même très longue. Justement, quel est un peu le secret de ta longévité? Parce que c'est super dur pendant des années et des années de s'entraîner avec quand même tout ce que ça exige aussi. Et aujourd'hui, tu n'es pas officiellement encore en retraite. Voilà, comment tu vois le fait que tu aies réussi avec toute cette réussite que tu as, ce palmarès, avoir toujours envie de continuer? Oh, je dirais qu'elle est longue, mais c'est pas. Il y a plein de monde qui a fait ça avant moi. Je pense qu'il y a 3 autres nageurs qui ont réussi à se qualifier pendant 6 Olympiades consécutives pour leur pays respectif. J'ai su prendre un peu de recul par rapport à ça pendant plusieurs années. J'ai pris souvent après les Jeux Olympiques, je prends un break
breaks d'une année. J'ai pris beaucoup de breaks qui m'ont un peu permis de prendre ma distance par rapport à la compétition, par rapport aux entraînements, par rapport à ma vie d'athlète en général, et voir si ça me manquait. Et ça m'a manqué. Je pense que j'ai pris le temps de vraiment bien réfléchir par rapport à ma propre préparation avant de se lancer dans un cycle d'entraînement assez intensif et assez lent. Je pense qu'on revient à notre discours par rapport aux objectifs, par rapport à mes ambitions personnelles et nos objectifs de groupe avec mon entraîneur. C'était ça. C'était à chaque fois, on prend un peu de recul, on réfléchit, on redéfinit nos objectifs et par rapport à ça, on se met en position de bien préparer pour réussir nos objectifs. Après, c'est la motivation du challenge, le fait d'être le premier nageur à avoir réussi, de gagner une médaille en piscine et une médaille en eau libre, c'est quelque chose de très très cool. On a vraiment voulu faire ça et on a tout fait pour y arriver. Après, je pense que le nouveau challenge, c'est de réussir 6 Jeux Olympiques consécutifs pour représenter la Tunisie. Je pense que c'est quelque chose de très honorable. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.